Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projets, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Bonjour à tous, heureuse de vous avoir ce soir pour pouvoir échanger, partager autour d'une thématique très sensible. Et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seule. Ce soir, je suis avec Madame Pauline Ekambi qui sera là pour nous partager son témoignage autour de son ouvrage Ma promesse en héritage, le témoignage d'une championne face à l'inceste. Alors, nous avons quand même pris le temps de fouiller dans la biographie de Madame Ekambi pour voir son parcours, que ce soit sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel. Nous avons même demandé à Gemini, comme nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, de nous faire une synthèse parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Madame Ekambi. Donc, Gemini nous a sorti une biographie que nous allons partager avec Madame Pauline et vous nous direz si Gemini a menti ou pas. Est-ce que ça retrace vraiment votre parcours personnel et professionnel? Donc, il y a une version française et puis une version anglaise. Donc, nous allons commencer par la version française. Alors, Gemini dit ceci. Pauline Ekambi est une ancienne joueuse internationale française de basketball et une figure reconnue dans le milieu sportif et l'entrepreneuriat social. Née le 14 mai 1962 d'une mère française et d'un père camerounais. Elle commence le basket à 13 ans au sein du club de Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. En outre, elle est pionnière parce qu'elle est la première joueuse française à avoir évolué en sport-études universitaires à NCAA Division 1 aux États-Unis dans le collège Marist de 1984 à 1986. Elle a eu bien évidemment des distinctions. Elle a été intronisée au temple de la renommée du basket français en 2012 et a reçu d'autres honneurs comme Miss Europe Basket. Madame Ekambi, est-ce que jusque-là, Gemini n'a pas raconté des faussetés sur vous? Oui, les distinctions. Miss Europe, c'est pas forcément une distinction, mais on va prendre. Okay. Non, c'est vrai que c'est pas une distinction, mais c'est vrai qu'à une époque, après le championnat d'Europe féminin, il nommait la plus jolie basketteuse donc, du championnat d'Europe. Donc, je ne sais pas si c'est une distinction. Moi, je le prends comme un compliment, mais ce n'est pas une distinction. D'accord, super. Donc, on continue. Après carrière et engagement. Après sa carrière sportive, Pauline Ekambi s'est investie dans plusieurs domaines. Dans l'entrepreneuriat, elle est présidente et cofondatrice de Spotlight Community, une structure qui utilise le sport comme levier d'insertion professionnelle et de développement personnel. Oui, Gemini, il est à côté de la plaque. Ah ouais, donc ce côté-là. Ah, carrément, faut pas. Bah, il vaut mieux me poser les questions. Là, j'ai l'impression que Gemini, il bug. D'accord, ok. Non, okay, donc, on va avancer sur la partie conférencière. Non, mais je pourrais dire ce que je fais. Je poser les questions, ça va aller plus vite. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vous le dis. D'accord. Bon, on termine par ça et puis on passe directement sur la version
anglaise. Elle est conférencière et co-auteure du livre Ma promesse en héritage. Ah ouais, ce côté-là, Gemini, est-ce qu'il a menti ou Non, il est... non, il ment pas. C'est Ouais, que il a. Bon, moi, je n'utilise pas Gemini, donc voilà. Il y a Wikipédia qui est bien plus riche. oui, oui. Voilà, il y a tout dedans. Non, en fait, je suis pas dans une entreprise qui utilise le sport comme levier de développement personnel. Je suis dans une entreprise qui est une entreprise sociale et solidaire, qui œuvre dont la démarche, c'est d'accompagner les sportifs de haut niveau, professionnels et semi-professionnels, vers une reconversion, leur reconversion après carrière, et de connecter avec les entreprises. Et la deuxième partie de notre mission, c'est d'accompagner les entreprises à les recruter, les intégrer dans leur, au sein de leur organisation, en phase avec leur stratégie RSE. Donc ça ressemble un peu à du placement, sourcing, cabinet de recrutement, avec une démarche hybride, parce qu'il y a du digital et puis voilà, dedans. Donc ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? Oui, oui, effectivement. Donc, Gemina a effectivement bugué sur ce On côté-là. va y On aller en passe anglais, hein. directement à Non, à la non, version anglaise. Alors, Pauline Ekambi is a former high-level basketball athlete and the president of a Sportai community, an organization that connects top athletes with companies for efficient career transitions. voilà. She is a co-author of the book Ma Promesse en Héritage, which addresses personal trauma and resilience for sports. Her content focuses on women's empowerment, mental health in sport, and the importance of inclusion and diversity in a professional environment, particularly in the context of upcoming Paris 2024 Olympics. Ça, c'est It's une much better in English. Much non, better in English. ok, mais super. Bon, là, on passe directement à notre sujet qui est votre livre Ma promesse en héritage, les témoignages d'une championne face à l'insecte. Alors, ma première question va être quel a été le déclic de votre prise de parole publique en 2021 autour des violences sexuelles dont vous avez été victime à l'âge de 14 ans? Alors, déjà, quand moi à 14 ans et demi, quand j'ai intégré l'INSEP, c'était en 76, ben, j'étais un peu plus tard dans la même année, je vis ce drame, donc l'inceste commis par mon père, et ça a vraiment fracassé ma vie, et depuis ce jour-là, je m'étais fait la promesse, d'où le titre, hein, la promesse en héritage, de me battre, de combattre, notamment le silence qu'il y a eu autour des proches, des adultes, le silence de la société qui ne, comment dirais-je, qui finalement met réduit au silence, on va dire, l'enfant qui appelle au secours pour qu'on le sorte de là. Donc tout ça m'avait amené à faire cette promesse de me battre sur ces sujets pour le bien-être et la protection des enfants. Et après, effectivement, j'ai fait 20 ans de carrière de sport de haut niveau, et ça a vraiment, je me suis impliqué à 100% parce que le sport, c'est de compétition, on s'implique à 100% pour la performance. Et le déclic est arrivé, je dirais, en 2021, lorsque je suis tombée sur la pétition France Inceste qui a invité tout le monde à signer contre la prescription. Évidemment, je suis aussi contre la prescription parce que pour les victimes, c'est perpète, comme on dit. Et puis pour les agresseurs, il n'y a pas de raison qu'ils ne rendent pas des comptes à la société pour des crimes qu'ils commettent, ce genre de crime, puisque c'est un crime qui,
Oui, c'est un crime puisque il tue psychologiquement des enfants qui deviennent finalement des morts-vivants pour beaucoup d'entre eux. Donc, j'ai signé cette pétition et je l'ai partagée sur mon Facebook. Et en le partageant, quand j'ai vu les chiffres qui disaient qu'il y avait 10% de la population française qui avait déclaré hein, avoir été victime d'inceste, donc qu'il y avait pratiquement un enfant par classe de 10 qui était victime d'inceste. Toutes les 3 minutes, là même pendant qu'on parle, un enfant est victime d'inceste. Donc Exactement. voilà, face à ce fléau, j'ai pris vraiment une claque. J'ai été choquée. Je ne savais pas. Et donc, j'ai partagé, et ça, pour inviter mes amis à signer cette pétition. Et je me suis vue, c'était très spontané, je n'ai pas calculé en écrivant que je faisais partie de ces 10%. Et le lendemain, mes amis, ceux qui me connaissaient, même dans le sport, étaient très surpris d'apprendre que j'avais pu vivre un tel drame, et tout en menant ma carrière de haut niveau pendant 20 ans et avoir accompli quand même quelques résultats et une carrière honorable, je dirais. Et ensuite, parmi ces personnes, il y avait Liliane Trévisan, donc co-auteure du livre Ma promesse en héritage, qui est une ancienne grand reporter à l'équipe spécialisée du basket. Elle est toujours journaliste hein, spécialisée basket. Et elle me suivait depuis l'âge de mes 17 ans pendant ma carrière. Elle m'a contactée surprise d'apprendre que pendant si longtemps, elle me voyait évoluer, toujours souriante, etc. Et que j'avais pu cacher ou se cacher derrière ma personnalité, comme elle disait, souriante, pleine de vie, un tel drame. Et à partir de ce moment-là, elle m'a demandé si j'étais d'accord qu'on fasse un article dans l'équipe qui est paru donc en février 2021. Ben, évidemment, ça a pris beaucoup de temps. Hein. J'ai dû réfléchir longtemps parce que il me fallait m'assurer que de livrer ma parole, que ce soit avec une personne qui ait des valeurs et qui soit sensible sur ce type de sujet. Et c'est ce qui était le cas de Liliane. Et ensuite, j'ai accepté. Et dans cet article, j'ai évoqué justement ce projet de livre que j'avais en manuscrit déjà et que j'avais toujours écrit. Donc, et ensuite, je me suis, de l'avoir révélé, m'a amené à aller au bout de, De la démarche, oui, de la parce que démarche. ça reste quand même un peu les sujets tabous Ouais. qu'on qu'on n'aime pas évoquer, mais quand même, c'est une réalité. Donc, on peut dire que Ouais. vous êtes la pionnière, en quelque sorte. Vous avez ouvert la porte à d'autres victimes de cette situation de pouvoir en parler. Dans le sport, oui, mais je pense qu'il y en a eu une autre, une footballeuse, Melissa Plaza, mais elle n'a pas été aussi loin que moi. Moi en fait, oui, je l'ai fait dans l'équipe, peut-être le révéler comme ça dans l'équipe. Peut-être que je suis pionnière, mais bon, en tout cas, pour moi, c'était important de le faire, bien que ça n'ait pas été très facile. C'est toujours éprouvant de se remémorer et puis d'en parler, parce que c'est se révéler, c'est se mettre à nu. Mais je savais que la force que j'avais, c'est les enfants. Je le faisais pour donner une voix aux sans-voix, pour sensibiliser le public sur ce sujet, de même faire un coup de gueule. Je ne comprends pas, comme par exemple aujourd'hui, comment ça se fait que le public ou les adultes ou les gens ont tant de mal, et même la société, à agir contre ce fléau. Euh, Parce que c'est un fléau national, mais mondial. Et je ne comprends pas non plus qu'on ne puisse pas protéger un enfant
qu'on protège l'agresseur. Je ne comprends pas jusqu'à encore aujourd'hui comment la justice peut encore être du côté des agresseurs. Pourquoi on parle encore de la prescription alors que le Conseil européen a voté la suppression de cette prescription et en France, on met encore du temps. Chaque jour, on entend encore des histoires, que ce soit des violences, des agressions sexuelles sur les enfants, des viols, des violences en tout genre commises envers les femmes et les petites filles en particulier, mais et aussi aux petits garçons, parce qu'on parle pas des petits garçons, on n'en parle pas beaucoup. Oui. On n'entend pas beaucoup non plus les hommes qui ont vécu, qui ont subi l'inceste en parler non plus. Ce tabou, pour moi, c'est de le briser, cette omerta, parce que ça fait de sacrés dégâts et parce que j'estime que c'est à nous, les adultes, de protéger l'intégrité des enfants. Il y a aussi ce qui me choque, et c'est pour ça que je n'arrêterai pas et je continuerai à mon niveau, c'est qu'aujourd'hui, on parle aussi des mamans qui dénoncent et qu'on en est encore à sortir l'aliénation mentale, alors que la maman ne vient pas dénoncer, elle vient porter la parole de l'enfant. Et qu'encore aujourd'hui, on en soit à parler, à ne pas tenir compte de l'enfant et à condamner les mamans quand il y a un divorce à placer l'enfant, à remettre l'enfant chez le père agresseur. Et pourtant, on a bien qu'il y ait des attestations médicales, des éléments avérés et que la parole de l'enfant soit toujours mise sous silence, sous prétexte que peut-être qu'il aurait été influencé. Jusqu'où allons-nous fermer les yeux, chercher des excuses pour ne pas agir rapidement, tout de suite, parce qu'il en va de la vie. Et pour moi, la société et la justice sont responsables. Pour moi, il y a non-assistance à enfants en danger. Et la justice, comme la société, doit des comptes à tous ces enfants, à ceux qui ont été victimes et à tous ceux qui le sont encore. Et c'est inadmissible. Donc, c'est pour cela que, pour moi, c'était important de donner de la voix, d'utiliser, je dirais, ma plateforme, ma voix pour contribuer à faire bouger les lignes, à sensibiliser aussi le grand public, comme donner l'espoir aussi aux enfants qu'on peut s'en sortir, aux victimes qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, si on met le sport dans son parcours de reconstruction. La société, pourquoi le sport parce que le sport permet de se réapproprier son corps, parce que dans mon cas, ça a été le cas pour moi aussi. La force du collectif aussi qui m'a porté, et puis évidemment ma puissance de vie et cette colère que j'avais face à une telle injustice qui a été canalisée par le sport. Donc, et puis le sport, ça permet aussi de socialiser, pas s'isoler. Et ça peut être une safe place, bien que le sport, comme dans d'autres, partout où il y a des enfants, n'est pas exempt, enfin n'est pas non plus vertueux, puisqu'il y a de la pédocriminalité aussi dans le sport. Mais on met tout en œuvre pour lutter. Mais il semblerait que je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile d'agir en tant qu'adulte. Je me dis, est-ce qu'on a oublié qu'on a été un enfant? Est-ce qu'on a oublié qu'on a des frères, des sœurs, qu'on est parents? Est-ce qu'on oublie? Ce qui me choque aussi, c'est qu'on parle aujourd'hui, quand on me dit qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, bon, on parle de formation, sensibilisation, etc. Je dis oui, ça c'est très bien,
des magistrats, de la police, etc. Et ce qui me met en colère, c'est et le bon sens. Qu'est-ce que vous en Exactement. faites? Et votre humanité, est-ce que vous l'avez perdue parce qu'on n'a pas besoin d'être formé pour être humain, être bienveillant et agir? Donc, c'est toujours, j'entends toujours: «Oui, il faut former, il faut sensibiliser, il faut» et pendant ce temps-là, quand on est, un juge, on est un être humain, on n'a pas besoin de la formation, à moins que la formation formate et verrouille l'humanité de chacun, Oui. la bienveillance. Donc c'est tout ça qui me choque et qui m'amène à pousser des coups de gueule par moments et je suis, vraiment, je ne lâcherai pas, tant que j'aurai l'occasion évidemment d'intervenir. Effectivement. Et dans le livre, justement, pour revenir sur ma promesse à un héritage, vous êtes décrite comme la combattante, celle qui veut porter vraiment très haute ce fléau qui gangrène notre société. Toujours dans le livre, en 2011, c'est-à-dire 10 ans avant votre prise de parole autour du fléau de l'inceste, votre père, âgé de 78 ans, décède. Généralement, quand on perd un parent, on est envahi par une immense tristesse. Par exemple, moi, j'ai perdu le mien à l'âge de 3 ans. J'étais encore un tout bébé. Et ça reste en fait tout au long de ma vie. Ça a toujours un impact sur moi. À chaque fois, je me dis, bon, s'il était là. Mais vous, dans le livre, dans votre cas, est-ce que ça a été vraiment une tristesse pour vous? Bah, Comment vous l'avez ressenti? Bah, j'ai ressenti une immense émotion et bien évidemment parce que j'avais une bonne relation avec mon père jusqu'à, ce qu'il commette l'irréparable. Donc, jusque-là, il était un père, enfin mon papa et après, il est devenu mon géniteur. Il n'était plus mon père. Il a brisé quelque chose, c'est, en moi, dans la petite fille qui lui faisait confiance, qu'il considérait comme son père. Donc c'était très mitigé. C'est bien sûr que c'était une tristesse et en même temps, un peu plus tard, un soulagement. Donc effectivement, quand je pense, ben, contrairement à vous, j'aurais voulu moi aussi pouvoir, penser: «Et si mon père était là, qu'est-ce qu'il dirait?» Sauf que moi, je me suis débrouillée toute seule dès l'âge de 14 ans, donc j'ai, une autre famille de cœur, Oui, qui est là, quand j'ai besoin de conseils, ou j'ai aussi une autre grande partie de la famille, qu'elle soit au Cameroun ou en France, qui est là, qui est présente, et qui me soutient. J'ai un frère aîné qui me soutient, donc comme dans toutes les familles, hein, il y a toujours, des dans la famille, c'est une petite communauté, une petite société. Il y a, ceux qui sont bien et puis, il y a les autres, bah, voilà, il y a de tout, hein, dans une famille, donc voilà, heureusement que tout le monde n'était pas comme, mes parents. Heu, oui, donc oui, c'est vrai qu'après pour moi, je pense quand je pense à lui ou un peu plus tard quand ma mère est partie, c'est j'ai pas d'émotion particulière parce que, les seuls, souvenirs qu'ils m'ont laissés sont dramatiques. oui, je comprends. Tout à fait. Et dans le livre, vous mentionnez aussi quelque part, mon père, cet agresseur n'existait plus Mmh. et son décès était le plus beau cadeau qu'il ait pu m'offrir en héritage. Bon, moi, je me suis posé la question, est-ce que cet héritage représente justement ce chef-d'œuvre qui est ma promesse en héritage? C'est en Ah, quelque vous sorte. êtes gentil à dire chef-d'œuvre, donc elle va être contente, ma co-auteure Liliane. Non, c'est pas un chef-d'œuvre, enfin merci quand même de je pense pas quand même. Je Bah, en tout cas, merci pour ce retour. En tout cas, je comprends que c'est un livre qui vous a beaucoup touché, et comme beaucoup d'autres personnes qui peuvent avoir traversé, cette épreuve, ce drame, peut-être qu'ils se reconnaissent, dans ce qui a pu, dans les émotions qui ont pu me traverser. Heu, mais oui,
mes 2 parents sont partis. Bon, passé une certaine période de tristesse malgré tout, parce qu'on se dit: «C'est quand même eux qui m'ont mise au monde», mais après, j'avais pas plus d'émotions que ça parce qu'encore une fois, ils ont cassé quelque chose, ils ont brisé quelque chose. Le lien parent n'existait plus parce qu'aucun parent ne doit commettre ce genre ne doit tuer son enfant ou la vie de son enfant, leur voler son adolescence ou, par déviance, on ne viole pas ses enfants. Enfin, tout simplement, c'est pas naturel, c'est pas ça la mission d'un parent. Donc, à partir Exactement. de là, pour moi, c'est très clair. Et oui, ça m'a libéré qu'ils soient partis. J'ai pu aller de l'avant. Voilà. Donc, pour moi, ça a été le plus beau cadeau qu'ils aient pu me faire. Et heureusement, j'ai dit, ça a été long avant qu'ils partent, mais bon, en même temps, maintenant, je peux avancer encore plus loin. J'ai toujours avancé, mais là encore, voilà, je n'ai plus à penser à eux, je les vois plus, je les entends plus, donc voilà, donc je suis recentré Merci. sur moi, Oui, sur mes oui, je comprends. Et vous avez beaucoup parlé aussi de votre mère tout au long du livre. Et voyez-vous, la plupart du temps, nos mères sont nos protectrices et parfois celles qui comprennent nos souffrances et vulnérabilités. Et quand je lis votre témoignage, ce que vous racontez sur votre mère, je me suis posé la question, comment ça peut arriver? Et moi, j'aimerais vous demander comment avez-vous vécu la complicité de votre mère face à cette situation d'agression? Alors déjà, la première chose quand on dit, une mère, ça doit avoir l'instinct maternel, ça doit ceci, cela, une famille, ça doit être ça. Ben oui, ce qui bouscule, les gens, c'est qu'il faut repenser justement la famille. Parce que de dire un père, ça doit être ça, une mère, ça doit être ça, c'est pas vrai. Toutes Mm. les mamans ou les papas n'ont pas, du tout, l'instinct, on va dire L'instinct. maternel ou paternel, c'est pas vrai, on le voit même chez les animaux. Il y a des animaux qui rejettent leurs petits, eh bien, chez l'humain, c'est pareil. Donc, ma mère n'avait pas l'instinct maternel. De plus, c'était une femme qui, bon, moi j'ai 4 frères et heu, elle était, jalouse, elle m'a considérée comme une rivale très petite, donc le lien, moi, très petite, je cherchais toujours son amour, son affection et elle me le donnait pas, donc je courais derrière jusqu'au jour où je lui ai dit: «C'est bon». Et puis, lorsque je lui ai révélé, les premières, je dirais, ce que mon père faisait, avant même qu'il aille beaucoup plus loin dans l'acte, c'était, parti d'un matin où il était venu, me dire, il partait au travail et puis, il est venu me saluer, dans ma chambre. Donc déjà rien que d'ouvrir la porte de ma chambre, c'était inhabituel. Donc, j'avais ressenti, je sais pas, une émotion, je me sentais bizarre qu'il rentre dans ma chambre Très comme ça. bizarre. Oui, j'ai dit: «Mais, j'ai 14 ans, enfin j'ai 13 ans, et là, tout d'un coup, c'était pas un geste habituel». Et puis, il m'a embrassée, pour me dire bonne journée et à un moment sa bouche a touché la mienne. Donc à ce moment-là, je pensais que c'était, peut-être, voilà, je me suis un accident, enfin voilà, comme ça peut arriver, on s'embrasse et puis pof, on touche la bouche. Mais, j'en ai, quand même, parlé immédiatement à ma mère. Donc elle est partie dans tous ses états, en colère, je ne sais pas, contre mon père, enfin bref. Et là, j'ai cru que j'ai dit: «J'aurais peut-être c'était ma faute». J'ai pensé que peut-être que j'aurais pas dû en parler parce que de voir sa réaction qui m'a angoissée parce que je m'attendais pas à une telle réaction, de sa Oui. part. Et donc voilà. Et ensuite, elle a échangé le soir avec, son mari, et puis lui-même m'a rappelé dans la chambre pour me dire tout simplement de ne pas en parler à ma mère de ce genre de choses parce qu'en Afrique, ça se fait. Un père, initie sa fille à la sexualité. J'ai dit: «Là, il me prend pour une con».
Oui, justement, ça me rappelle un passage du livre et votre père disait elle est franchement, blanche, elle ne peut pas et comprendre. ben voilà, et en plus ta mère est blanche, elle peut pas comprendre. Bah, ça va, bonjour les. Là, franchement, j'ai trouvé que c'était du n'importe quoi. Oui, parce que ça se fait depuis l'Égypte antique, parce que les pharaons se mariaient avec leurs sœurs, ou j'en sais rien, enfin bon, bref. Ça va, j'avais pas, j'avais 13 ans et demi, je savais exactement que, enfin, quand même, qui me racontait des conneries. Mais, et puis, il a imposé que chaque soir, maintenant, après son retour du travail, on s'embrasse sur la bouche. Eh bien, évidemment, j'en ai parlé à ma mère quand même. Je lui ai dit, je comprends, enfin, j'en ai parlé aussitôt. Elle n'a pas réagi plus que ça. Donc, ma mère, dès le départ, elle a été indifférente. Elle a cautionné, puis par son silence, elle est complice, de complice. Donc, ce qui m'amène à dire aussi que lorsqu'il y a un crime en général dans notre société et qu'il y a des complices, les complices Exactement. sont également, je dirais, devant la justice. Donc, la Exactement. Surtout complicité, ces personnes qui n'osent pas en parler, qui bah, n'osent pas dénoncer, et voilà, qui se et voilà, taisent. et voilà, qui se taisent et au contraire qui finalement m'ont ostratisé au sein de la famille. Voilà, donc je me suis retrouvée seule, euh, ostratisée par les adultes, les parents directs et le reste de la famille à qui j'avais demandé de l'aide, à qui j'ai parlé. Bon, il y en a deux qui ont essayé de vraiment d'agir et ça a été très compliqué à l'époque. Et on m'a souvent demandé pourquoi tu peux aller à la police. Bon, première chose, j'ai failli, mais face au commissariat, j'ai tout de suite pensé à mes 4 frères qui étaient jeunes et je me suis dit, ils ne comprennent pas ce qui se passe pour le moment et ils pourraient m'en vouloir plus tard si on les plaçait à la DAS ou si on mettait leurs parents en prison. Et puis l'autre raison, c'est que ça aurait été parole contre parole parce ne faut pas oublier que c'était dans les années 80 et Oui. le tabou était encore plus profond, on va dire. Et on ne Ouais, m'aurait je pas n'étais cru. pas encore née à cette époque-là, mais dans le livre, j'ai appris des choses, ce Ah qui oui, s'est oui, passé à cette époque-là. dans les années 80, c'est tout juste si certains membres de la famille m'avaient pas accusé d'avoir allumé mon propre père. Voilà, donc effectivement, quand on se faisait violer, que ce soit au sein de la famille ou dans la rue, c'était de notre faute, c'était la faute des femmes. Et c'est encore parfois dans certaines mentalités, on le voit encore maintenant, mais la première question qui ressort souvent quand une jeune fille se fait violer, la première question qui vient aux lèvres de ceux qui recueillent sa parole, que ce soit la police ou la justice, dans certains cas, c'est comment étais-tu habillée? Donc en gros, tu donnes le permis de te faire violer, euh, Violée, alors qu'en fait, y a mais il faut que ça s'arrête, ces viols, c'est quand même commis à 90% des cas par les hommes. Il faut que ça s'arrête parce que c'est eux qu'il faut stopper. Alors on parle d'éducation, je dis oui, c'est bien, il faut éduquer tout ça, il faut informer, sensibiliser, tout ça, oui. Mais arrêtez, il n'y a que 1% des cas qui sont que la justice où la justice met les agresseurs hors de prison, enfin en prison, il faut aussi retirer l'autorité parentale du parent qui commet ce viol ça c'est intrafamilial, que tout ce soit la mère ou le père, parce qu'il y a des mères qui le font aussi. à fait. C'est vrai que même si on dit 90% ce sont les hommes, les 10% c'est qui? Donc voilà, c'est c'est c'est, heu, ça suffit. Il faut protéger en priorité l'enfant et l'autre priorité, c'est le réparer. Le réparer, pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, je ne sais pas si vous avez constaté, que ce soit l'affaire Pellico, je parle de viol, hein, de crimes sexuels, que ce soit sur les enfants, sur les femmes, enfin, tous ces violences sexuelles dans notre société, la plupart du temps, on va s'intéresser à l'agresseur et son passé, son enfance.
on va être bienveillant envers lui. Oui, Son enfance, oui, la plupart ont vécu des drames, donc ils ont à 10 d'écart, ils le reproduisent. Mais c'est pas une raison, pour, d'avoir de la compassion, de la bienveillance pour, l'agresseur et de ne pas en avoir en priorité pour la victime. oui, Heu et la deuxième chose, c'est, moi je suis fatiguée de cette présomption d'innocence où, c'est à la victime de prouver qu'elle a été victime et non oui, pas à l'agresseur de prouver très qu'il ne sûr, l'a pas fait. Donc ça, tout je à suis fait. fatiguée, de cette justice qui marche sur la tête, de cette société qui marche sur la tête et d'avoir un pays qui fait partie des pays où il y a le plus de la culture du viol et de la pédocriminalité. J'en suis pas très fière alors que j'aime bien mon pays et que j'aimerais qu'un pays qui s'est dit, qui a été un pays inspirant pendant des années, sur, dans beaucoup de domaines, soit, un des plus mauvais élèves, dans la protection de ses enfants. Et nos enfants, c'est notre héritage, c'est, notre promesse d'avenir. Tout à fait. Donc c'est une responsabilité collective, je dis bien collective, que de donner de la voix, de ne pas relâcher le combat, parce qu'il y a des enfants qui souffrent, qui meurent, qui se suicident, qui, vont devenir des adultes, comme je dis, des morts vivants si en Oui, plus de cela, on ne les répare pas. tout à fait. Et cette réparation, elle va passer par des consultations chez les psychologues. Comment ça se passe exactement, cette réparation des enfants victimes de ces agressions sexuelles? Alors, déjà, ça commence par «on te croit». Quand un enfant parle, c'est, de Oui, recueillir sa parole parce que recueillir sa parole, c'est, un grand pas en avant, parce que moi, je sais que on a recueilli la mienne, et qu'on m'a cru, qui était le cas de mes entraîneurs à l'INSEP, ça a été, un énorme soulagement puisque la plupart du temps, les adultes de mon entourage familial ne me croyaient pas. Donc oui, oui, ça contribue à q à mettre des pressions sur, des épaules d'un enfant, des pressions d'adultes, des adultes, d'un agresseur, donc ça, la première chose, c'est ça. La deuxième chose, effectivement, c'est il y a de plus en plus de spécialistes aujourd'hui, hein. Il y a des numéros de téléphone et tout. OK, ça, tout ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais si la justice de l'autre côté, elle fait pas son job. elle fait pas son Oui, job, eh bien, on oui, tourne en rond. Voilà, donc oui, il y a moyen de réparer. La réparation, c'est aussi la justice. Encore une fois, nous, elle le doit. Elle le doit exact. parce que pour l'instant, c'est, non-assistance à personne en danger. Il y a Oui, un donc pour moi, en tout cas, la justice, c'est vraiment ce que je pense. C'est, la société notre société, doit réparation, très sûr. tout simplement à ses victimes et je pense que si on prend très tôt un enfant et qu'on le retire de son environnement toxique, maltraitant, défaillant et qu'on l'accompagne et voilà, je pense qu'on peut l'amener à s'en sortir aussi. Exactement. Voilà, donc encore une Merci fois, déjà pour ces propositions pour pouvoir réparer les enfants victimes d'agressions sexuelles. mais aussi, En il parlant y a aussi des victimes, vous êtes passé de victimes à survivantes et puis de survivantes à combattantes. Avez-vous transformé cette situation triste et douloureuse en levier aux forces dans votre parcours professionnel et plus particulièrement dans le sport à travers les compétitions, les trophées que vous avez remportés? bah, en fait, oui, j'ai puisé ma résilience, grâce au basket-ball parce que comme j'étais déjà en sport-études à 14 ans et demi, donc j'allais pas tous les jours, j'habitais pas, chez mes parents, j'y allais, un week-end sur 2, soit le dimanche ou
pendant les périodes hors saison sportive, que ce soit les Oui. saisons championnat de France ou internationales. Et le jour où j'ai craqué, je devais avoir 16 et demi, 17 ans, c'était après un entraînement à l'INSEP. J'ai complètement craqué parce qu'il faut savoir que vivre la pression, sortir dans un environnement toxique, d'un côté vivre l'enfer et de l'autre côté j'avais le sport et la pression aussi du sport, parce que la compétition c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'implication, c'est de la pression, ça fait beaucoup sur les épaules. C'est pour ça que je parle de santé mentale aussi des athlètes, parce qu'ils sont nombreux dans les centres de formation, comme on dit, les plus jeunes, à être issus de familles défaillantes ou à vivre ce drame. Et il faut pouvoir aussi en tenir compte, l'humain aujourd'hui, et pas en faire que des machines à gagner ou des champions. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir d'avoir révélé, après cet entraînement où je m'étais effondré, de ce drame à mes entraîneurs, et d'avoir eu leur écoute immédiate. Vraiment, ils ont une écoute bienveillante. Ils sont même allés voir mes parents, et puis ils sont revenus, ils ont vu qu'il n'y avait absolument rien à faire, donc ils m'ont accompagné dans ma stratégie d'évitement. C'est-à-dire qu'en fait, évitement, c'est lorsque je devais rentrer à la maison, ben, on se servait du sport pour dire que je devais, comme j'étais un talent émergent, je devais faire des entraînements individuels pour progresser, pour voilà. Donc c'était pas toujours facile, mais c'était déjà je dirais des moments d'oxygène. Et puis, comme je disais, au fur et à mesure, j'avais compris que si je voulais m'en sortir, il fallait que je m'implique à fond dans le sport, parce Exactement. que pour moi, le sport, c'était une porte vers la liberté, et puis aussi une ascension professionnelle et sociale aussi, hein, le sport. Donc, Oui. je me suis donné à fond aux entraînements, aux compétitions. Et au fur et à mesure que que je gagnais, je prenais confiance. Je me développais aussi physiquement. Je grandissais, parce que quand j'avais 14 ans et demi, je devais faire 1m82. Après, j'ai fait 1m85 et je me suis arrêté là. 4... et, et ensuite, je me développais physiquement, hein. Je prenais du muscle, de la confiance. Donc, au fur et à Oui. mesure que je prenais confiance en moi, j'affrontais, je tenais tête à mon père et à ma mère, et puis voilà, et j'ai réussi à être championne de France à 17 ans et demi, ce qui a été synonyme de un salaire derrière en club professionnel, parce que j'avais signé un premier contrat pro, championne de France au Stade Français. Donc voilà, salaire, appartement, et puis à mes 18 ans, j'ai coupé. Voilà. C'est- Oui, donc à 18 ans, vous avez quitté définitivement la maison familiale pour avoir J'en votre fille. rêvais tellement que je me suis donné à fond dans Oui, mon sport pour m'en oui, sortir, parce que oui, voilà, je n'avais pas le choix. Et puis encore une fois, j'avais une puissance de vie aussi, comme je disais, j'adorais la vie et tout, et j'ai dit: «Il est hors de question que ces agresseurs, ils gagnent sur moi, quoi, en fait». En fait, parce exactement. que comme j'avais déjà cet esprit certainement aussi de compétitrice, ou j'avais peut-être aussi en moi cette force qui a été révélée par le sport en plus. N'est-ce pas? Et en fait, cette épreuve m'a renforcée, même si elle m'a éprouvé évidemment, hein, c'était pas facile d'aller sur ce chemin de la réparation. Mais voilà, j'ai toujours dit: «Je vais jamais laisser un agresseur me pourrir ma vie, je vais prendre ma vie en main, je suis capitaine de mon vaisseau, je vais serrer les dents, mais je disais même: «Il a ton corps, mais il aura jamais ta tête, en fait». Du Oui, coup, c'est moi qui contrôle mon esprit, et puis voilà, donc j'ai eu cette volonté, et puis surtout de justice vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire que je m'étais dit qu'après ma carrière sportive, une fois adulte, j'irais les affronter, parce que j'ai trouvé que le combat était extrêmement déloyal, forcément, quand tu as 14 ans face à des parents qui ont en plus l'ascendant
l'emprise, le Je chantage, partage. la violence en tout genre. On est mineur, donc on ne peut pas faire grand-chose. Et puis là, majorité, je dis bon, là maintenant, on va régler les comptes après ma carrière, hein, parce que là, on va être au combat les loyal et on va Ouais, allez, tout à fait. adulte contre adulte, face à face, quoi. Donc j'ai eu cette rage de vaincre ou cette colère qui s'est transformée en rage de vaincre, cette volonté ce sens de la justice aiguisée, voilà, et que j'ai toujours. Hein, je ne supporte pas les injustices sous mon nez. Hein, ça passe pas du tout, Oui. quelle qu'elle soit. Hein, Je veux dire Oui. que ce soit envers moi ou envers quelqu'un où je suis témoin de quelque chose qui n'est pas en phase avec mes propres valeurs, parce que moi, je me dis, pour tenir debout, pour pouvoir agir, il faut avoir des valeurs inéthiques. Exactement. Et tout ce qui ne rentre pas, qui s'éloigne de ça, il ne faut pas accepter. Point à la ligne. Tout à fait. C'était intéressant. Donc, le sport a été une Il a sauvé porte ma vie, on pour va vous. dire. En fait, moi, je dis que le sport change des vies et il a sauvé la mienne. Donc, voilà, c'est Exactement, la force du exactement. sport. En tout cas, vous n'êtes pas resté à la victime, vous vous êtes battu pour dépasser cette étape-là. Et dans votre livre, vous mentionnez justement que vous ne voulez pas laisser votre père gagner, que vous avez tout fait, vous vous êtes battu pour y arriver parce que vous croyez justement en vous. Et vous avez mis tous les moyens en fait de votre côté pour réussir parce que vous croyez à un avenir meilleur et que vous avez su tout de suite que à travers le sport, vous pouvez justement sortir de cette emprise-là. Déjà, victime, c'est pas ce qui définit un être humain. C'est comme Mm. son métier. Mon métier, c'est pas ce qui me définit en tant que femme, en tant que personne. Donc victime, c'est pas un statut, c'est pas ce qui définit pardon. Mm. Encore une fois, je disais oui, on est victime quand on est en situation de faiblesse et que le combat est déloyal, ce qui est le cas Et quand c'est désolé. un enfant. En Enfin, fait, oui, moi, les agresseurs, pour moi, ce sont des gros lâches. oui, Je réserve encore les noms d'oiseaux que j'ai à leur égard, parce que je me dis, une fois que j'ai vu ça avec mes parents, quand je les ai affrontés, là, j'ai vu deux personnes complètement lâches, incapables d'assumer, alors que je leur demandais des explications. Ils ont fui. Ça m'a vraiment. J'ai eu du mépris parce que quand on est enfant, on voit toujours les parents comme grands et forts. Ben oui, ils sont censés être grands, forts, protégés. fort, Enfin, ouais. pour l'enfant, ils le sont censés. Même si je dis que malheureusement, tout le monde n'a pas C'est ainsi, oui. cette fibre. Et la deuxième chose, c'est pour moi, c'était important d'écraser mon agresseur, mes agresseurs, parce que je mets ma mère dans le même panier. C'est le cas de le dire, on joue au basket, tiens, bonjour les maîtres. Dans le même panier Oui, oui, et de les écraser de toute ma réussite. Parce tout à que fait. pour moi, c'était la meilleure, ouais, c'était Façon, quelque la chose. meilleure façon voilà, de leur montrer que tout ce qu'ils ont fait, ils étaient petits, que c'est une honte, qu'ils ne méritaient pas d'être mes parents, que voilà, qu'à la fin, ils étaient mes géniteurs et mon géniteur et ma génitrice, évidemment. Tout à fait. Alors, continuons toujours. Bon, en parallèle de votre livre, j'ai pris le temps, vous l'avez même évoqué au début, hein, pour voir s'il y a d'autres fléaux autour de l'inceste. Et effectivement, l'inceste est un fléau de la société. Et Oui, puis, il y a même un journaliste d'investigation qui a témoigné en disant inceste d'État. Quand la justice livre des enfants victimes à leur bourreau. c'est Donc, ça. c'est en quelque sorte des témoignages recueillis des victimes et des professionnels de la protection de l'enfant. Pensez-vous que
vous avez impacté en quelque sorte cette sortie ou ce témoignage-là de ces victimes autour de ces fléaux de l'insecte. Parce que c'est tout récent, euh, ce livre. Inceste d'État, quand la justice livre les enfants victimes à leur bourreau. Exactement. Nous avons des institutions défaillantes, maltraitantes envers nos enfants. Ensuite, pour répondre à votre question, chaque fois que j'interviens, et d'ailleurs prochainement j'interviens au salon du livre féministe délivré à Armentières, justement, c'est une rencontre dédicace sur ce sujet. C'est le 20 novembre prochain. Chaque fois que j'interviens, encore une fois, c'est pas toujours facile de le faire parce que forcément, hein, ça touche à quelque chose qu'on n'oublie jamais et qu'on n'oubliera jamais. Même si on nous dit qu'il faut oublier, comment ça, oublier un truc pareil? On n'oublie pas, on apprend à vivre avec. C'est un handicap, une infirmité invisible. Donc, chaque fois, ça peut être une épreuve, ça dépend dans quel état je suis, si je suis très fatiguée ou pas. Voilà, il y a des moments, c'est pas toujours évident, mais je dois le faire. Et ce qui me touche, c'est quand des personnes viennent vers moi, parce que moi, je ne sais jamais vraiment quel impact j'ai, parce que je suis envahie par l'émotion aussi. Donc, je ne suis pas en représentation. Donc, quand des personnes viennent vers moi, des parents, des personnes, des enfants, des jeunes, pour me dire que ça les a touchés, pour certains, parce que ils connaissent. Quand je vous disais un enfant par classe de 10, ça veut dire qu'il y a potentiellement autour de nous tous une personne qui a été victime de l'inceste ou qui le vit, ou en tout cas qui a un enfant près de soi, que ce soit au sein de la famille ou au-delà. Donc, quand des personnes me disent que ça les a touchés ou qu'ils se reconnaissent dans ce parcours et qu'ils sont que la force, que je leur donne de la force, de l'espoir, et ou parfois me disent que j'ai de la force, je me dis, je suis très touchée évidemment, parce que je me dis c'est le but, c'est de sensibiliser, toucher, donner de l'espoir. Voilà, c'est le but. Et je ne sais pas si vous connaissez la légende du colibri, hein. C'est à nous, chacun de nous est acteur du changement, et si on peut changer la vie d'une personne, on a réussi. Donc moi, si je peux J'aime beaucoup, changer oui, tout à la fait, vie d'une oui. personne, je suis contente parce que je sais trop ce que c'est, évidemment. Donc Oui. voilà, donc je sais trop ce que c'est, je sais ce qu'on traverse, les difficultés pour se relever, le parcours de reconstruction, la difficulté que c'est de se relever, parce que même écrire un livre, ce livre, mon histoire, la raconter, ça a été une épreuve, ça a été très éprouvant, ça a été oui, très éprouvant. Voilà, donc du Je coup, comprends. je comprends que je suis bien placée pour comprendre et savoir ce que ressentent les personnes qui ont vécu, qui ont subi ce crime, qui ont été victimes de ce crime. J'en ai marre de dire inceste, un crime, quoi. Mince alors. Oui, Voilà, et encore une fois, c'est un crime parce que ça tue, ça brise des vies entières, et parce qu'il y a des gens qui vivent comme des morts vivants, et il y en a qui s'en sortiront jamais. jamais. Il y en a qui ne s'en sortiront jamais, parce que tout le monde n'a pas, je dirais, la force, même si des personnes me disent que ça leur donne l'espoir, et qu'elles sont contentes, ou la dernière fois que j'avais fait une prise de parole, les séances de dédicace, c'est une maman de l'armée. Alors j'ai dit, oh, purée, une armée, c'était une soldat d'élite qui est venue me dire merci, elle avait des larmes aux yeux. Donc je me dis, mais waouh, c'est impressionnant, parce que, comme on dit, les soldats, c'est fort, les athlètes, c'est fort, les policiers, c'est fort, mais non, mais attendez, c'est fort pour
pourquoi dans notre travail. Mais on est des êtres Ok. humains comme tout le monde, avec un Oui, cœur, une sensibilité, une vulnérabilité comme tout le monde. Donc, c'est pas parce qu'on est fort qu'on n'est pas vulnérable et sensible et humain. Donc, tout à voilà. fait. Bon, ça fait en tout cas plaisir de voir que votre témoignage touche beaucoup de personnes, en particulier les victimes Mais pas de, que, hein, pas que, de hein. ces crimes-là, à pouvoir en parler, à témoigner. Et je pense que c'est déjà un grand pas pour lutter contre ce fléau. Ben, le grand pas, c'est alors déjà, c'est pas uniquement toucher que les personnes qui sont victimes. Il y a beaucoup de personnes Effectivement. qui sont touchées parce que c'est des personnes bienveillantes, humaines et qui sont choquées de l'ampleur du fléau, de l'inertie de la justice, cette prescription, de cette protection permanente du côté de l'agresseur, que la justice se range toujours du côté de l'agresseur. Ça suffit, quoi. Ça suffit. Stop, stop, stop. Ça suffit. Il y en a ras-le-bol. Oui, Ras-le-bol. Mais pour tout, quoi. Ben, stop. Il faut que ça change. Euh, tout à euh, fait. pardon. Et encore une fois, oui, comme je disais, c'est pas sensibiliser. Je ne sensibilise pas, contrairement à ce que vous disiez. C'est pas que les victimes. Je sensibilise aussi des spécialistes, Ouais. des humains, de tout le monde en fait, dans mes démarches, je le sens, je le vois, Oui, les gens me le font remonter, voilà, et beaucoup de personnes de plus en plus, là où je suis par rapport aux années 80, j'ai dit mince, le tabou, il est quand même encore là. C'est oui, le plus gros tabou quand on parle de pédocriminalité, qu'il faut lutter aussi cette pédocriminalité, ça suffit. Mais ça suffit. Il faut que tous les pays se il faut mettent que ça en cesse. œuvre Mm. pour que ça cesse. C'est dégueulasse. Enfin, c'est dégueulasse. Ça me dégoûte. J'ai envie de. Bah, on peut avoir des envies d'aller soi-même se faire justice parfois, Oui, mais parce que la justice ne fait pas son travail, tout simplement. Il y a des choses qui sont vraiment dégueulasses qui sont commises sur mm. des gamins parfois, et on le dit pas, des nouveau-nés, Des bébés, oui. des bébés, et c'est commis par l'entourage. Et et la pédocriminalité, on en parle, mais 90% c'est intrafamilial, à 90%. Donc, moi aussi là-dessus, j'étais intervenue quand on me dit mais les familles, comment ça se fait que vous, comment ça se fait qu'on a, comment dirais-je, on protège un agresseur. Donc, la famille, vous êtes complice, la famille qui protège l'agresseur est complice L'agresseur. parce que parfois, on peut avoir un violeur intrafamilial, mais qui est aussi pédocriminel. C'est-à-dire qu'en gros, Mm. de le préserver, c'est une complicité du crime qui se perpétue peut-être au sein de la famille et en dehors. Donc, la première des choses, quand on dit on veut protéger la famille, on veut protéger l'institution, on veut protéger quoi? On protège rien du tout. Ce qu'on doit Tout à fait. protéger, ce sont les victimes. Et la deuxième chose, si on aime vraiment son père ou sa mère ou son agresseur quand c'est intrafamilial, eh bien, on le fait soigner. Tout à fait. Et Tout à fait. on le fait soigner parce que quand on est vraiment dans l'amour et qu'on voit qu'un père, un frère, une mère commet ce genre de crime, on ne le protège pas. C'est pas comme ça que ça se passe. On le fait soigner. Et si la personne ne veut pas se soigner, eh bien, on l'oblige d'une manière ou d'une autre à se faire soigner. On le stoppe, Tout à fait. on se mobilise, on rassemble toute la famille s'il le faut pour que ça s'arrête. Et on protège ainsi, comme on dit, l'image de la famille. C'est ça, protéger l'image de la famille, les institutions. C'est pas en mettant sous le tapis, parce que de toute En façon, cachant, en cachant, en parce que cachant là, la ça gueule, le déborde. protégeant, Parce oui. que la poussière sous le tapis, bah, le tapis ne peut pas contenir longtemps, hein, parce qu'à un moment donné, bah, les enfants, ils vont vous demander des comptes à tout D'accord. le monde, à la famille, à la société, parce qu'un jour ou l'autre, ils vont vous demander des comptes, ils vont nous demander des comptes.
effectivement. Et dans sa campagne nationale de lutte contre les violences sexuelles, l'État français, le 12 septembre 2023, a révélé que toutes les 3 minutes, vous l'avez mentionné aussi en début de ces lives, que toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Et cette révélation montre que des violences sexuelles faites aux enfants est une réalité d'une grande ampleur. Et vous, ayant été victime justement des violences sexuelles à l'âge de 14 ans, quels sont, d'après vous, pour repérer tout de suite que cette personne est un agresseur, quels sont les signes qui alertent et comment on peut justement accompagner la parole des victimes. Vous avez donné quelques solutions, mais quelles sont les autres Comment on peut solutions pour identifier accompagner justement les enfants à faire face à ces violences sexuelles? alors, il est difficile au sein d'une famille, d'identifier un agresseur tellement on s'y attend pas. En fait, c'est même, impossible de l'imaginer, en fait. Oui, Que son conjoint ou son père, son frère ou sa mère, c'est inimaginable. oui, tout à fait. C'est tellement inimaginable qu'on On ne on peut ne pas soupçonne s'apercevoir pas, tout on de ne donne suite pas une que pensée. oui. En revanche, c'est l'enfant. Ouais, C'est son enfant. C'est son enfant qui va avoir des changements de comportement. Soit il va être, colérique, changer l'attitude, soit scarifier, soit, rentrer dans un mutisme, soit, l'enfant, si on est proche de l'enfant, c'est pour ça que souvent je dis: «Mais créez des moments de complicité avec vos enfants pour apprendre à bien les connaître, des choses à partager avec, pour créer ce lien de confiance, tout ça» et surtout parler aux enfants, parler aux enfants, de leur dire que personne n'a le droit de les toucher parce qu'on peut leur expliquer et leur dire que si quelqu'un, qui que ce soit le touche, sans dire ton père, ta mère, machin et cetera, qu'ils viennent en parler. Déjà, c'est la première des choses, c'est avec les enfants pour commencer déjà à les armer, à les protéger, ça commence comme ça. La oui, deuxième chose, un enfant va s'exprimer. Soit par des dessins, soit par un changement d'attitude, encore une fois, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et ensuite, comment, recueillir l'écouter et ensuite comment agir derrière, c'est d'aller voir, il y a des spécialistes, il y a des numéros, un peu partout maintenant, on peut trouver, qui appeler, les associations pour en parler. Et puis ensuite, il y a la police aussi. Et je pense que c'est pas, les enfants, ils veulent pas qu'on mette, même moi, hein, c'est pas la solution, enfin moi je voulais pas qu'on mette, mettre mon père en prison ou ma mère, c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on est oui, enfant. tout à fait. La Oui, première chose, c'est: «Sortez-moi de là, faites en sorte que ça s'arrête», en gros. Donc arrêtez l'agresseur, stoppez-le. oui, Faites, en sorte que si vous ne pouvez pas le faire, on dit souvent, trouvez des personnes dans la famille, autour de la famille qui vont être, qui vont pas accepter non plus pour pouvoir faire cette réunion de famille avec, l'agresseur et pouvoir, lui faire face à un moment donné et puis oui, si, et de l'enjoindre à se soigner mais l'enfant, lui, il appelle au secours pour qu'on le sorte de là, que ça s'arrête. Ils le disent tous: «Papa ou maman me touche là, je veux que ça s'arrête. J'aime pas aller chez papa ou maman parce que» quand c'est une famille, voilà, «parce qu'il me touche là et j'aime pas ça». Justement, il y a des parents qui, en faisant la toilette des enfants, l'enfant va avoir une réaction pour, pas toucher là ou alors il va avoir, des attitudes inverses, une hypersexualisation parce qu'on l'a, et avoir des propos qui ne sont pas de l'âge d'un enfant. d'un enfant. Il y a plein de signes, des signaux, qu'un enfant renvoie. Donc c'est pas de se dire comment on peut identifier l'agresseur, c'est comment on peut
plutôt identifier comment on peut faire pour voir ce qui se passe avec un enfant. Donc un enfant, ben oui, il faut l'armer parce qu'il est en danger partout. Il est en danger tout à fait. partout aujourd'hui, on le voit, hein, à l'école, partout il y a des enfants. C'est là qu'on trouve les pédocriminels. Ils sont là où il y a les enfants. Et Les parfois, on enfants. peut avoir dans sa famille des pédocriminels et incestueux, ou on peut avoir un pédocriminel qui ne commet pas de viol sur ses enfants, ou on peut avoir, il peut commettre les viols sur ses enfants et être pédocriminel sur les enfants des autres. C'est Tout à fait. partout il y a des enfants. C'est simple, clair, partout. Donc, l'enfant, il faut l'armer, et puis il faut être conscient de ça. De ça, oui. Qu'il Faut y en être a conscient. ces genres de personnes qui vivent dans nos sociétés, surtout Mais dans les endroits, dans les écoles, les activités sportives, qu'on peut les retrouver. même les nounous, on a vu des nounous, des crèches, on a vu, partout, partout ces salopards sévissent. Partout. Et donc, c'est un fléau, c'est une pandémie. Il faut agir agir aujourd'hui et agir vraiment parce que des lois, si c'est toujours pour ne pas être appliquées et qu'on est toujours, encore une fois, les agresseurs qui s'en sortent, quand on remet l'enfant à l'agresseur, dans le cas de divorce, de droit partagé, non, ça doit être d'échéance. Dès lors même où on en parle, avant même un jugement, dès lors où l'enfant en parle, il faut le protéger du Tout à parent. fait. Il faut même empêcher qu'il y aille. Point. Jusqu'à ce que justice soit faite, jusqu'à ce que, encore une fois, voilà, il y ait, encore une fois, encore une fois, qu'on arrête que l'agresseur prouve. Lui, il doit prouver. C'est pas là qu'il l'a Tout à pas fait. fait. Donc pour moi, ça me paraît logique de retirer et de protéger l'enfant immédiatement, notamment de l'environnement, quand c'est intrafamilial, du parent agresseur. De l'éloigner. C'est la première des protections. Première des choses, oui. Tout à fait. Et Et vous avez mentionné justement ces lieux publics-là où on retrouve ces agresseurs. Et même dans la famille, c'est compliqué. Et en dehors de la famille, c'est quand même un peu délicat et compliqué de, d'apprendre que ce soit les enseignants, les maîtresses ou les maîtres dans les écoles qui commettent ces genres de violences sur les enfants, c'est quand même un peu délicat de pouvoir repérer tout de suite que on a ce genre de personnes parmi nous. Est-ce que vous pensez qu'on devait mettre un peu les caméras dans les... non, mais c'est pas une question c'est délicat, c'est une question que arrêtons de se voiler la face. Ils sont là, Oui, partout. Donc, à un moment, de se voiler la face, de ne pas agir tous ensemble et tout ça, c'est un permis de viol qu'on donne sans arrêt par nos silences. C'est un permis de oui, violer. C'est tout. C'est un permis de violer, de détruire les enfants, nos enfants, les vôtres. oui, Il n'y a pas de délicat ou pas là. On est des adultes, faut arrêter la petit côté délicatesse. Qui est le plus fragile oui, entre l'enfant et nous? On est des adultes. On est oui. quand même. On sait se défendre, on sait faire les choses. Donc pour moi, non, c'est fini là. Il y a pas, c'est bon. On va pas. On doit pas. Ça fait longtemps que ça sort, ça continue de sortir. À un moment donné, non, il y a pas. Il y a des agresseurs. Oui, il faut être conscient et il faut se le mettre tout de suite dans la tête que oui, D'accord. parmi nous, même dans la famille, partout, il faut être vigilant. Il y a des agresseurs. C'est pas parce que c'est notre sang que voilà, ça y est, on est tous bénis, on est tous des anges. C'est pas vrai. C'est pas Oui. vrai. Ce n'est pas vrai. C'est humain. C'est pas une question de famille, de machin. C'est qu'il y a c'est même pas des gens malades. C'est des gens qui savent ce qu'ils font. Ils Quand savent. Ils ont besoin de satisfaire leur déviance sexuelle. Donc, ça ramène à l'éducation sexuelle sexuel. aussi des petits garçons, des petites filles. Encore ça aussi, c'est important aussi de dire aux enfants, s'il se passe quoi que ce soit, personne ne peut te toucher là, n'a le droit de te toucher là. Personne. C'est revoir
la toilette de l'enfant à un moment donné. Je sais pas, c'est à lui, personne, même à l'école, ne doit le toiletter à un certain âge et ne le toucher. Personne. Les parents doivent dire ton corps t'appartient. Tout à fait. Très tôt. Et quant à l'éducation des petits garçons, des petites filles, le consentement, on parle de consentement, là c'est pour les viols, mais pour l'enfant aussi, un enfant ne consent pas à se faire violer. Tout à fait. On parle du consentement là, mais un enfant, ça consent pas. Ça consent pas, même à 13, 14 ans. Mais qu'est-ce que c'est que ces adultes qui attaquent comme des salopards vicelards, déviants, des enfants? C'est ça qui est anormal. C'est pas de se dire ah ouais, c'est délicat d'apprendre. Non, c'est pas normal. Des gens pensent comme ça. C'est pas normal que des adultes pensent comme ça. Tout à fait. Les enfants, c'est pas avec les enfants qu'on doit. Non, c'est même insupportable. Mais regardez votre enfant, vous avez un enfant de 6 ans, imaginez quoi. Non, c'est inimaginable. Donc, justement, il faut être vigilant. Tout à fait. Très vigilant et ne pas se dire ah oui, non, mais machin, tout. Non, c'est pas une question de non, c'est prenez conscience, c'est vrai que ça existe. Franchement, c'est bon. Chaque fois. Par contre, on est tous choqués quand on l'apprend et de plus en plus de personnes se disent que maintenant, il faut que la justice, elle bouge aussi. Nous, faut que chacun fasse sa part. Donc, comme je vous disais, chacun doit faire sa part, oui. Justement, par exemple, j'ai déjà des idées. Je me dis, bon, quand mon fils il revient de l'école, je dois justement lui poser des questions, lui demander, est-ce que telle personne t'a fait ceci et cela? Je pense, non, c'est surtout lui dire, c'est surtout pas, est-ce que des personnes t'ont fait ça? Parce que, pourquoi? Parce que un violeur, un pédocriminel ou un proche incestueux, son travail, sa stratégie, elle est très, très bien huilée. Elle isole la victime en lui disant si tu parles, je tue ta mère ou ton père. Si tu parles, on va pas te croire. C'est un secret entre nous. C'est normal. T'inquiète pas, c'est normal, ça se fait. Mais c'est notre petit secret. Voilà, ça travaille l'enfant. Et donc, si on pose, imaginez que ce soit le cas, ben, l'enfant il va dire non parce que peut-être qu'on lui aura dit si tu parles, personne ne va te croire, oui. Personne ne va te croire, ou je tue ta mère ou toute ta famille, ou enfin voilà, on utilise toutes sortes de stratégies de merde. Excusez-moi. Putain, non, mais je suis combattante là. Je comprends tout à fait. Ouais, pour avoir vécu ça, je comprends. Ah ouais, non, là je dis non, mais moi même dans ma famille, machin, t'es pas ma famille si tu commets ça. T'es pas ma famille. Tu n'es pas de ma famille. La famille, c'est des valeurs. Encore une fois, c'est ça. Tu ne fais pas partie de ma famille. Non, c'est pas possible d'accepter des choses comme ça. Bon, en tout cas, l'enfant, non, quand il rentre, c'est commencer à lui dire, à une occasion, dans des discussions, c'est de lui dire personne n'a le droit de toucher ton corps. Ton corps t'appartient, ou c'est de dire est-ce que tu sais que personne n'a le droit de toucher ton corps? Ton corps t'appartient. C'est commencer comme ça. Tout à fait. Mais surtout pas lui dire est-ce que quelqu'un t'a touché, parce que ça c'est brutal, c'est un peu. Oui, tout à fait. Il va pas vouloir dire les choses, effectivement. Surtout si c'est le cas, et je ne le souhaite pas, et comme je vous le dis, il est victime de ce chantage, de cette emprise toxique petit à petit que crée l'agresseur, qui sait très bien ce qu'il fait. On dit toujours c'est des monstres. Ben non, c'est pas des monstres. C'est des malades. Non, c'est pas des malades, c'est des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Donc, faut arrêter de penser tout le temps, de chercher des excuses à l'agresseur, et on se détourne de l'enfant. Donc moi, j'aimerais que, à terme, dans mes interventions, c'est un peu ça le but, c'est tourne ta tête vers l'enfant. C'est lui qui est en danger, c'est pas l'autre. Arrêtez de. Donc qu'est-ce qu'on fait là maintenant aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Pour éviter cela, pour corriger ou pour réparer. Oui, parce que comme je vous dis, un jour ou l'autre, ils vous le reprocheront.
Et même au sein des familles, parfois, ceux qui se sont tus, j'ai dit, mais comment vous pouvez vivre avec ça, sachant que c'est pas possible. Vous pouvez pas vivre avec ça. Donc, Vivre même avec ça. maintenir soi-disant la cohésion familiale avec un secret pareil, mais ça se propage de génération en génération. On va savoir, Génération, voilà. Et du effectivement. coup, et à un moment ou un autre, l'enfant va devenir adulte, il va vous demander des comptes. Et Tout à fait. comment tu peux vivre avec ça, même comment tu peux être heureux ou faire semblant d'être heureux en allant dans le lit avec l'agresseur qui respecte ni la mère ou ni le père que tu es, ni en commettant de tels. C'est un. C'est, Des atrocités, oui. comment Oui, tu peux même envisager, même continuer à faire semblant avec un bonhomme, tu sais, qui commet ça la nuit, comme ça, il va se glisser dans le lit, ou quand t'es pas là, t'es au travail, il va se glisser dans le lit de ta fille et de ton fils. Parce que, encore une fois, je dis, on a dit qu'il y avait plus de filles que de garçons, mais on ne sait pas encore, on n'a pas tous les chiffres parce que les garçons ne parlent pas. tout à fait. Vous savez, hein, Tout à fait. les injonctions, hein, quand on parle de patriarcat, ils en sont aussi victimes Ah parce qu'un oui, mais garçon pas ils de leur sont aussi part, victimes, malheureusement. et puis voilà. Bon, maintenant, nous allons switcher sur votre parcours entrepreneurial. Ah, Aujourd'hui, vous êtes la cofondatrice de Spotify Community, une entreprise d'économie sociale et solidaire. Quel est votre objet social, mais surtout la raison d'être de Spotify Community? eh bien, écoutez, quand je vous parle du sport, le sport, c'est pas que de la compétition. Donc, le sport permet de développer des compétences euh, mobilisables en entreprise. Et ce sont des compétences qui sont extrêmement recherchées par le monde de l'entreprise aujourd'hui. Le deuxième point, c'est que le sujet de la reconversion est récent. C'est-à-dire, pendant des années, le sportif on le maintenait dans un cocon, en autarcie, et parfois, par obsession de la performance, on ne les laissait pas mener, c'est-à-dire le sport et les études, notamment après le bac, Oui, par peur qu'ils se dispersent. Et ça, c'était de ma génération à aujourd'hui. Il y a de vraies problématiques de reconversion. Bon, ça s'améliore aujourd'hui. Donc, c'est accompagner les sportifs dans leurs projets aussi de reconversion, qu'ils soient pendant ou après la carrière. Et après. puis, c'est aussi surtout valoriser auprès des entreprises qui les recherchent ces talents au potentiel, on va dire, profil atypique. Et nous, c'est aussi d'accompagner ces entreprises à les intégrer. Donc, c'est un peu, D'accord. comme je vous dis, ça peut s'apparenter à un cabinet de recrutement spécifique talent du sport, comme il peut y avoir chez les militaires aussi, ils ont des accompagnements à la reconversion, des experts, etc. Donc, nous, on les accompagne vraiment vers leur employabilité, les sportifs. Et Après le sport, justement, c'est-à-dire pendant ou ils peuvent après, avoir une pendant et carrière professionnelle après le sport. Pendant et après, parce que par exemple, on Mhm. a les jeunes qui sont en centre de formation, qui ont besoin peut-être de conseils d'orientation après le bac. Il y a certains qui ont besoin de bilan de compétences après la carrière sportive ou après un changement de carrière professionnelle, Carrière. c'est-à-dire les anciens sportifs ont déjà travaillé en entreprise. On peut avoir des sportifs qui sont en activité, qui sont issus des sports amateurs de haut niveau, c'est-à-dire qu'ils ne perçoivent aucun salaire et qui ont Mhm. besoin de trouver un emploi qui soit flexible finalement avec leurs contraintes calendaires, sport, d'entraînement et de compétition. Enfin voilà, on a tout un tas de différents types de situations qu'il faut pouvoir auxquels de sportifs qui sont dans différentes de situations et auxquels il faut pouvoir apporter une solution. Tout à fait. Et donc, vous allez avoir, par exemple, les coachs sportifs. Non, les coachs Euh, sportifs, c'est encore autre chose. Ah, Euh, ok. oui, c'est sur la partie pratique. Là, on part sur les coachs la pratique.
physique, D'accord. pratique sportive. Donc, non, non, OK. nous, on a des consultants D'accord. experts, bilan de compétences, bilan d'orientation, formation. Voilà, c'est plutôt ça, parce que les coachs sportifs, c'est ce que vous voyez là, pour des gens qui font du sport, voilà, et Oui. voilà, Oui, c'est que ça. ce soit, coach, qu'on les voit parfois dans les jardins, dans les parcs. Mmh. Soit on a un coach qui entraîne un coach particulier, qui donne des cours particuliers ou collectifs. Ça, c'est les coachs Oui, sportifs. Voilà. d'accord. Mais OK. voilà, nous, on est vraiment sur euh, c'est un projet impact social, innovation sociale, et Inch'Allah. voilà, et c'est l'employabilité, l'éducation, l'inclusion de ces talents au sein des entreprises. D'accord. Est-ce que, justement ces sportifs-là, qui sont en reconversion, pendant ou après, leur, carrière sportive, heu avant de les recruter au sein de Spotify Community, est-ce qu'il faut des prérequis, par exemple? Est-ce qu'ils doivent avoir un minimum de diplômes, par exemple, avant d'intégrer Non, alors votre société? ils intègrent pas. Nous, on apporte du conseil, du service. Ils n'intègrent pas, on les recrute pas au sein de Sporta Community. Nous, on les prépare, on les accompagne. Donc, c'est du conseil, l'accompagnement, que ce soit pour les sportifs ou les entreprises. Et les D'accord. sportifs, ils doivent être des sportifs de compétition, donc avoir fait du haut niveau. C'est des professionnels, ceux qui sont dans des sports collectifs professionnels ou dans des sports individuels professionnels. C'est des statuts, hein. C'est ce qu'on appelle leur statut, c'est sportif de haut niveau, sportif professionnel et sportif semi-professionnel de toute discipline. Voilà, c'est ceux que nous accompagnons. D'accord. Quand vous parlez de toutes les disciplines, c'est-à-dire ça peut être des professionnels dans Tout le sport, football, tout dans sport le confondu. basketball, Tout le sport confondu. volley. Voilà, tout sport confondu. D'accord. Et il y a beaucoup de sports. Intéressant. OK, super. Alors, Et si vous les énumérez, continuons. on va pas aller manger. OK, ça marche. Nous arrivons à la fin. Vous avez fait le fléau de l'inceste, un combat que je trouve d'ailleurs noble. Et quel est aujourd'hui le message que vous avez à partager avec une jeune fille ou un jeune garçon victime justement des agressions sexuelles? Alors, mon message, c'est de parler. Parler, 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 continuer de parler, parler autour de vous. Il y aura toujours quelqu'un qui vous écoutera et surtout qui pourra vous orienter envers des associations, des spécialistes. Et voilà, mais il faut parler. C'est important de parler parce qu'aujourd'hui, oui, effectivement, par rapport à... il faut parler, il faut parler, il faut continuer de parler. C'est vraiment une des premiers conseils que je donnerais. En parler justement, Parler ne à la pas maîtresse, se taire une sur maîtresse, ces actes-là. un ami, enfin, moi, j'ai toujours parlé. J'ai toujours parlé, même si mon père m'interdisait de parler parce qu'il était comme tout le monde. C'est terrible à dire parce qu'on se dit, purée, on aimerait. Mais mon père était un agresseur et un violeur, hein, puis voilà, et on choisit pas sa famille, voilà. Enfin, oui, non, on choisit pas sa famille, on se la crée, mais voilà, m'interdisait de parler autour de moi, ben, comme vous l'avez dit au départ, hein, au début, ta mère est blanche, elle comprendrait pas, faut pas parler là, il faut éviter d'en parler, on ne croirait pas, et puis nanana, enfin, j'ai le droit aussi. Mais moi, j'ai parlé, et jusqu'à ce que je trouve une oreille attentive, mais j'ai parlé. Parce qu'il n'était pas question que, parce que c'est une souffrance qu'on ne peut pas porter en soi tout seul, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a beaucoup trop de victimes qui se suicident et on n'en parle pas parce qu'on vous a parlé des chiffres des Tout à fait. 10% des Français qui ont déclaré. J'ai dit bien déclaré. Donc, quid, combien sont-ils à ne pas l'avoir encore fait et combien sont-ils à s'être suicidés? Est-ce que ça, on a les chiffres? Voilà. Et encore une fois, est-ce qu'on a
tout le monde a parlé, non. Donc, il Tout faut le monde a continuer parlé, non. de parler. Certainement qu'il y a toujours beaucoup de monde qui n'ont pas encore ce courage d'en parler. Non, oui, c'est du courage, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, ça évolue un peu plus quand même que dans les années 80 ou bien avant, imaginez, parce que moi, c'était années 80, et qu'il y a de plus en plus des numéros d'appel aussi, qu'on peut Oui, trouver sur un peu partout, même dans les écoles. On peut parler à quelqu'un à l'école qui va, voilà, qui peut vous donner des numéros pour voilà, être écouté, être entendu. Aujourd'hui, il y a quand même tout ça. Donc, c'est tout à important fait. de parler. De parler autour de vous. Mm. Merci Et pour. d'ailleurs, à la fin de mon livre, cher Akour, à la fin du livre, j'ai mis tous les coordonnées, les contacts les coordonnées. pour justement parler. Voilà où vous Parler pouvez, justement en parlant quel du livre. numéro, voilà. Ouais. Je vous invite aussi hein, à aller lire le livre qui est ce livre de Madame Ekanvi, Ma promesse en héritage, le témoignage d'une championne face à l'inceste. Vous allez le trouver sur Amazon, sur Fnac et tous les autres sites de e-commerce, même en librairie, vous le trouverez. Vous avez la version numérique et la version papier. Très fluide à lire d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller Ah prendre oui. un exemplaire et surtout à nous faire un retour après lecture. Donc pour vous, ça a été Et, combien de temps vous avez mis? Si vous l'avez trouvé fluide, comment vous l'avez trouvé justement? Ce retour de lecture m'intéresse, même si vous n'avez pas oui, bien évidemment, au ça, bout. je l'ai pas encore terminé. Je suis au chapitre 3. Donc, voilà. Ouais. J'ai pris la version numérique. Donc, dès que je vais le finir, bon, je vous ferai un retour, Un retour de certainement lecture. pas. Ouais, Volontiers, par volontiers. mail. Ouais, ouais. Et pour la suite, nous allons revenir sur toujours le parcours entrepreneurial pour terminer en beauté. Et donc, aujourd'hui, vous, vous dirigez justement le, Oui, je la suis société présidente. Oui. Spotify Community. Et donc, vous êtes à plein temps dans votre rôle de cofondatrice. Quel est votre message aux femmes? Peut-être les femmes qui étaient sportives de haut niveau, qui veulent aussi faire une reconversion en tant qu'entrepreneur. Quel est votre message pour ces femmes-là ou pour les femmes en général qui sont dans l'entrepreneuriat? Ah, ben aujourd'hui, pour les femmes qui veulent être entrepreneurs, quelle chance, allez-y, sautez le pas, réfléchissez pas, osez, libérez votre potentiel, hein, voilà et dans l'entrepreneuriat, n'ayez pas peur de ne pas réussir, c'est pas ça l'important. C'est, c'est pas, d'avoir peur de ne pas réussir qui compte, c'est de se lancer et comme je dis souvent, il y a aujourd'hui beaucoup de dispositifs et des aides dédiées aux femmes entrepreneurs, notamment si vous êtes francilien, on sait que la région Île-de-France Île-de-France. en regorge. Vous pouvez avoir toutes les informations même sur leur site. Il y a des incubateurs, il y a même d'ailleurs le PERCO, c'en est un hein, à la région, plus d'autres ailleurs si vous n'êtes pas sur la région Île-de-France et même si vous êtes sur la région Île-de-France. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de dispositifs, des structures qui accompagnent les femmes à se lancer. Donc, les femmes comme les jeunes hommes, parce que pour moi, je parle autant aux jeunes femmes qu'aux jeunes hommes qui veulent se lancer ou à toute personne qui soit, quel que soit leur âge. Oui. Il y a lancez-vous, pensez au jeu avant l'enjeu, voilà, et n'ayez aucun Passer au regret. jeu avant l'enjeu, c'est très intéressant. Voilà, Je vais noter cela, oui. oui, celle-là, c'est penser au jeu avant l'enjeu parce que franchement, il faut
voilà, se dire que n'avoir aucun regret, on ne perd pas, n'ayez pas peur, c'est de l'échec, parce que l'échec, on ne perd pas, on apprend. Et l'échec, ça vous permet de réfléchir à nouveau, de réaffiner votre offre, de repenser différemment. Donc, c'est normal. D'ailleurs, dans le sport, on le dit, hein, nous, l'échec est un enseignement. Allez, je vais vous dire, ça nous prend des années de travail, de matchs perdus pour avoir une médaille. On n'a pas une médaille dès qu'on chausse les baskets et qu'on fait un match ou un championnat. On gagne, on perd, et quand on perd, ben, on apprend. On apprend et on travaille et on évolue. Voilà, et on continue. Il ne faut rien lâcher parce que oui, tout ça, ce ne sont que apprentissages. Et puis en plus, ça vous permet de vous dépasser, de découvrir toutes les ressources qui sont en vous, qui étaient inexploitées peut-être, ou que vous n'imaginiez même pas. Donc, effectivement, si vous avez un rêve, allez-y, on n'a qu'une vie. Merci beaucoup, Madame Ekambi, pour toutes ces astuces, tous ces conseils pour les entrepreneurs, particulièrement les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat ou même qui veulent sauter le pas. Et pour en revenir sur vos mots, pensez au jeu avant l'enjeu. Exactement. Ainsi se termine notre intervention en live autour de ma promesse en héritage, le témoignage d'une championne face à l'inceste. Pour ceux qui vont regarder le replay, n'hésitez pas à nous faire des retours sur cette intervention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis, n'oubliez surtout pas de lire le livre. C'est un livre très intéressant, très fluide à lire, surtout pour les victimes qui sont les victimes de ces agressions sexuelles. Merci, Madame Ekambi, une fois encore, d'avoir accepté notre invitation. Ça a été vraiment un réel plaisir d'échanger avec vous et j'espère vous avoir très prochainement pour échanger sur d'autres thématiques. Merci à vous aussi, à Kouros, pour cette invitation, pour votre sensibilité sur ce sujet, parce que de vous y engager aussi, parce qu'à travers votre média, ça va faire écho, ça va toucher peut-être encore d'autres personnes. Donc, merci à vous aussi. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, que je ne vois pas malheureusement. C'est une première pour moi, un live stream sans voir les personnes. Mais voilà, merci pour ceux qui ont été présents. Merci à vous. Et très bonne soirée et surtout bon week-end à vous. Merci, vous de même. Bon week-end à tous. Merci. Au revoir. Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projet, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur.